Alors, bonjour. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de me présenter et de vous dire un petit peu qui on est, ce qu'on fait, même si vous avez peut-être jeté un œil à mon profil LinkedIn. Donc, j'ai monté mon cabinet de gestion de patrimoine déjà il y a maintenant 17 ans, depuis 2007, c'est exact. Et l'objectif, au-delà de proposer des produits d'assurance vie, d'immobilier ou de compte titre ou autre, c'est d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets de vie. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs dans la vie et de voir si on est capable de les réaliser. Et on travaille essentiellement dans cet objectif-là, qui est un petit peu une méthode très américaine. C'est qu'on fait un management by objective, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, des caps et des dates de réalisation de ces objectifs, et on essaie de faire en sorte que la réalisation des premiers projets ne vous empêche pas de réaliser les suivants. Donc, l'élément important pour nous, ce n'est pas l'outil qu'on va utiliser, mais comment atteindre dans les meilleures conditions votre objectif de vie, d'occuper votre résidence principale, de partir en vacances 2 fois par an ou de gagner X milliers d'euros à la retraite. Ça, ce sont des objectifs qui sont concrets. Et on va partir de ces objectifs, on va revenir en arrière et on va regarder quels sont les moyens à mettre en œuvre aujourd'hui pour y arriver. Et est-ce que vous êtes capable et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de vous proposer une solution entre ce que vous avez, ce que vous êtes capable de lever comme fonds et ce que vous êtes capable de gagner comme revenu, eh bien, est-ce que vous êtes capable d'obtenir et d'atteindre l'objectif. Donc, l'orientation qui est un peu le voilà, en espérant que ça marche mieux. Et là, normalement, ça doit être bon. Désolé. Normalement, tout met. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un certain nombre de chapitres dans cette présentation. Constat sur l'existant, l'état des retraites aujourd'hui, et je pense que c'est un sujet qui est grandement d'actualité et qui est mis en lumière par l'actualité politique d'aujourd'hui. La méthodologie, c'est-à-dire comment aborder de manière organisée et structurée la construction de sa retraite en perspective, tout en ayant énormément d'étapes en fonction de son âge à réaliser avant. Quelles sont les étapes préalables pour une bonne constitution de retraite? Quels sont les plans d'action, le plan d'action qu'on peut mettre en œuvre? Et on verra quelques exemples qui vous permettront de voir de manière concrète comment réaliser certains projets et atteindre l'objectif et surtout tenir le cap quoi qu'il arrive. Alors, la situation des retraites en France, malheureusement, le régime français, l'organisation du régime des retraites français est assez spéciale puisque c'est un régime par répartition. Et il y a énormément de pays où ce régime par répartition a été abandonné ou n'a jamais été abordé parce que, en fonction de la pyramide des âges, eh bien, on n'arrive pas forcément à avoir suffisamment d'actifs pour payer la retraite de ceux qui ne le sont plus. Et donc, l'allongement de la durée de vie associée à une civilisation qui a évolué dans ses priorités fait que finalement, il y a moins d'actifs que de retraités. Et il y a surtout une vision et une philosophie du travail qui est plus celle qu'il y avait il y a 30 ou 40 ans, dans laquelle le travail prenait une part importante, voire prépondérante dans l'objectif et les motivations de chacun. Aujourd'hui, malheureusement, la génération des loisirs, la baisse du temps de travail, du temps hebdomadaire de travail, fait que finalement, il y a moins de cotisants et ils cotisent moins parce que les ambitions ne sont pas les mêmes et que du coup, les retraités se retrouvent avec un stock de pensions de retraite, donc un stock de capital détenu par les caisses de retraite qui n'est pas suffisant pour générer des revenus. Donc, globalement, les cotisations retraite plus faibles puisqu'elles sont proportionnelles aux revenus et un nombre de cotisants diminuant face à une population de retraités qui augmente,
c'est le constat que l'on fait. Et malgré les manifestations et autres blocages économiques qu'on a aujourd'hui, on ne peut que subir cette situation. Donc, comme le calcul du montant des pensions de retraite est basé sur le montant total des cotisations, elle-même en pourcentage des revenus du travail, ben, le constat, il est simple, c'est qu'on va droit dans le mur. La question, c'est que, on va dire que l'investisseur, le français, globalement, tant qu'il n'est pas face au mur, il ne voit pas le mur. Alors qu'en fait, il se rapproche à grands pas et que d'année en année, ben, finalement, on va avoir une conclusion qui est inéluctable, c'est que le système des retraites ne peut pas faire face au paiement des cotisations et des pensions de retraite de chacun. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on interroge des gens dans la rue et qu'on leur demande a priori quels seraient vos besoins à la retraite, spontanément, beaucoup de gens vont vous dire bah, écoutez, voilà, j'ai ma résidence principale qui sera payée, j'ai bien vécu dans ma vie, j'ai ma petite retraite, ça me suffit. Or, en fait, ils oublient un certain nombre de choses. C'est que contrairement aux idées reçues, on va avoir beaucoup plus de besoins que l'on en a aujourd'hui. D'abord, il y a un facteur qui est capital, qui est en carence aujourd'hui et qu'on va avoir à profusion à la retraite, c'est qu'on aura plus de temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent et que par conséquent, mécaniquement, on va se créer ou ressentir le besoin d'avoir des activités, de voyager, de rencontrer des gens, de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant qu'on était actif parce qu'on bossait 5 jours par semaine et que globalement, le week-end, on était fatigué, les vacances, on passait avec les enfants. Donc là, à la retraite, on va se retrouver avec des semaines entières à occuper, du temps pour soi. En général, on est moins tributaire de ses enfants et par conséquent, on va vouloir créer des activités et avoir des besoins de voyage, de lecture. Alors, il y a des besoins plus coûteux que d'autres. La question, c'est est-ce que vous aurez les moyens d'avoir accès à ces besoins? La question, c'est comment on construit justement ce revenu complémentaire. Donc, ces revenus complémentaires, ils doivent être réguliers et stables. Et on va voir aussi que la régularité et la stabilité des revenus n'est pas forcément issue des supports patrimoniaux auxquels on pense spontanément. Donc, on aura besoin d'un patrimoine rapidement disponible pour faire face aussi au vieillissement, aux aléas du vieillissement, comme la dépendance, l'aide à domicile ou l'environnement médicalisé. Malheureusement, on ne sait pas combien de temps on va vivre et surtout dans quelles conditions physiques ou de santé. La question, c'est est-ce qu'on est capable de gérer cet aléa? Donc, nos besoins à la retraite, c'est simple, c'est plutôt on élaborera un plan stratégique avec des objectifs précis et un calendrier opérationnel, moins l'effort pour le réaliser impactera sur notre train de vie. Ce qui signifie très simplement que si vous avez 20 ans, se constituer 1 000 ou 2 000 euros par mois à la retraite, c'est plus facile que si vous en avez 55. Entre les deux, il y a à peu près toute la population active. Donc, la question, c'est de se dire, en fonction de la date de prise de conscience et de la formalisation de ce besoin, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour y arriver? Alors, pour ça, il faut un peu de méthode. Et la méthode, c'est d'abord être capable d'analyser les besoins. Donc, l'analyse des besoins passe d'abord par cette prise de conscience. Ce que je vous disais, la retraite, c'est loin pour un jeune actif et trop près lorsqu'il en prend conscience quelques années, voire dizaines d'années plus tard. Donc, par exemple, se fixer un objectif de revenu, de confort ou d'absence de soucis à la retraite permet, dès l'instant où on a un objectif, ça nous permet de nous mobiliser à la fois intellectuellement et financièrement. Je prends l'exemple du lycéen qui a le bac. Si on enlève la notion de baccalauréat à la fin de la terminale, il sera beaucoup moins mobilisé pour réviser et avoir un niveau donné à la sortie de terminale. Donc, le diplôme, la validation du diplôme permet à chacun de pouvoir se projeter et de se fixer un objectif à atteindre. Et c'est la valorisation au fil du temps qui fait que finalement, on est fier et on est content d'avoir atteint notre objectif. Eh bien,
Pour la retraite, c'est pareil. Fixons-nous un objectif réalisable et c'est notre job de vous dire si cet objectif est réalisable. Mais en tout cas, fixons-nous un objectif et un plan de marche pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, la fixation d'un objectif à long terme, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire des sacrifices sur son train de vie immédiat ou nous empêcher de réaliser d'autres projets intermédiaires tels que l'achat éventuellement de sa résidence principale, le financement des études des enfants, le mariage des enfants pour autant qu'on ait envie d'y contribuer, les vacances et tous les autres événements de la vie que vous pourriez rencontrer et qui pourraient surgir à un moment donné. Ouais. Petite parenthèse, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez, vous levez la main. Alors attendez, je me mets en mode chat, voilà, ce sera plus simple. Le son disparaît par intermittence. Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire en sorte que ça ne disparaisse plus. Je ne sais pas quand est-ce que 12h34. Bon, ça va. Je pense que là, normalement, c'est bon. OK. Donc, c'est bon maintenant. Super. Alors, les étapes préalables, la première étape, c'est en fait l'audit de votre situation aujourd'hui. Alors, dans cet audit, l'objectif, c'est de comprendre tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, vos freins, vos moteurs, ce qui vous a motivé dans la vie, ce que vous avez considéré comme inatteignable, non réalisable, comprendre pourquoi vous êtes marié, paxé, des enfants, pas des enfants, vous êtes indépendant, salarié, tous ces éléments-là qui font que vous avez construit votre vie et qui ont été à la fois l'expression de ce qui fait que vous êtes bien dans votre vie ou pas forcément bien, mais en tout cas, qui font que vous avez construit votre vie de cette façon-là. Donc, l'analyse de l'ensemble des investissements et des engagements que vous avez fait à ce jour, donc tout ce que vous avez décidé de placer et la rentabilité effective de vos placements. C'est important aussi d'avoir toujours ce recul, de se dire, voilà ce que j'ai fait. Et souvent, quand on rencontre des personnes pour la première fois, ils n'ont pas forcément une visibilité exacte du retour sur investissement de leur placement. C'est combien ils ont mis, à quelle date, qu'est-ce que ça leur a rapporté, combien ça leur a rapporté par an, et par rapport à l'objectif formel ou pas qu'ils ont dans leur tête, est-ce qu'ils ont atteint ou pas leurs objectifs. La partie immobilière, la pierre dans le patrimoine des Français aujourd'hui a une place très importante. C'est vrai que c'est important d'avoir un toit sur la tête. Ce n'est pas forcément la bonne idée en termes de dimensionnement dans le patrimoine de l'investisseur. Ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer l'impact et l'efficience des opérations d'investissement immobilier que vous avez fait. Que ce soit un achat de résidence principale, résidence secondaire ou investissement locatif ou SCPI ou tout type d'acquisition immobilière, la question c'est pertinence par rapport au moment, au timing et au volume que vous avez réalisé. Je vais prendre un exemple très simple. Beaucoup de jeunes qui démarrent dans la vie se disent, motivés par les parents ou spontanément, moi, je veux absolument m'acheter mon studio. Et la première chose qu'ils font en termes d'investissement, c'est acheter leur résidence principale. Acheter sa résidence principale aujourd'hui, quand on a 20 ans ou 25 ans, ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que d'abord, les 20 dernières années qu'on a connues de hausse majeure et extrêmement importante de l'immobilier n'est pas liée à l'immobilier, mais à une situation conjoncturelle, qui est la crise des marchands de biens et la baisse majeure de 30 à 40% dans Paris en plus dans les années 90 et le passage à l'euro qui a boosté le prix de l'immobilier. Donc, quand vous prenez une tranche d'analyse de 2000 à 2022, eh bien, on se rend compte que l'immobilier a explosé en termes de prix au mètre carré. Mais quand on tient compte et qu'on recule juste de 5 ans ou 10 ans, on se rend compte que la hausse n'a pas été aussi importante que ça et qu'elle a été surtout due au rattrapage qu'il s'est passé entre les années 2000 et 2020 pour rattraper la baisse majeure de l'immobilier avec un vrai coup de pouce qu'il y a eu dans le passage à l'euro. Aujourd'hui, en 2023, on est sur une stagnation du marché de l'immobilier parce que le nombre de transactions a baissé, parce que les vendeurs ne veulent pas le vendre à un prix plus bas que l'idée qu'ils ont en tête. Entre-temps, les taux d'intérêt ont monté
Et donc, on a un vrai ralentissement du prix des transactions immobilières. Et aujourd'hui, on commence à voir de manière localisée des baisses sensibles du prix au mètre carré dans l'acquisition, même en résidence principale. Donc, un jeune qui démarre dans la vie et qui veut acheter sa résidence principale, eh bien, il va débourser 8 à 10% de frais de notaire et frais divers et variés. Et il va se mettre avec un endettement en général au taquet, avec un apport plus ou moins important. Et en fait, quand on calcule 5 ans d'intérêt d'emprunt plus les 7 ou 8 ou 9 ou 10% qu'il a payé en frais de notaire, parce qu'il ne va pas rester plus de 5 ans dans son bien, dans la mesure où il va se marier, faire des enfants et donc avoir besoin d'espace plus important, eh bien, on se rend compte qu'il va payer beaucoup plus d'intérêt d'emprunt que l'équivalent loyer au même endroit. Par contre, l'équivalent loyer au même endroit, c'est à peu près 2 fois à 2 fois et demi moins cher en flux que le montant de la mensualité de prêt qu'il va payer. Donc, la pertinence et l'immédiateté de l'achat d'une résidence principale n'est pas forcément évidente quand on est jeune. Ça peut venir plus tard, quand on est un peu plus installé et qu'on a un peu plus de visibilité en termes de temps. Mais l'achat de la résidence principale, d'un petit studio ou un petit 2 pièces, ce n'est pas forcément la bonne idée. Donc, tout est à remettre dans le contexte. L'acquisition immobilière, c'est quand même le seul périmètre où on a un levier maximum, puisqu'on va vous prêter de l'argent pour acheter quelque chose sans autre garantie que le bien que vous achetez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une garantie ailleurs, alors que dans tous les autres crédits qui sont mis en place, on va prendre en compte vos revenus et vos placements existants. On va envisager aussi vos revenus, comment ils vont évoluer dans le temps, leur stabilité, leur évolution, quelles sont vos ambitions professionnelles et quelles sont vos perspectives professionnelles pour essayer de voir comment s'est construit vos revenus jusqu'à maintenant et comment ils pourraient se construire plus tard. Donc, augmentation aussi ou baisse de votre pouvoir d'achat. Vos évolutions personnelles, est-ce que vous étiez salarié, vous êtes passé auto-entrepreneur ou chef d'entreprise? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise et que vous avez fait l'acquisition d'autres boîtes et que vous avez diversifié à la fois vos activités et vos sources de revenus? Donc, comprendre en fait tout ce qui s'est passé dans votre vie et ce qui pourrait se passer plus tard. Bien entendu, la partie endettement, comme on a vu la partie placement, donc la partie crédit en cours et pertinence de conserver ou de refinancer ou de rembourser les crédits que vous avez en cours. Et puis, tous les autres sujets qui peuvent être spécifiques à vous, à votre famille et à votre contexte à la fois personnel, familial et professionnel. Dans cet audit de situation actuelle, ce qui est important pour nous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui vous a permis, avec les freins et les moteurs, qui vous ont permis de construire votre vie à ce jour. Et qu'est-ce qui fait vos éléments importants de confort et de vie actuelle? Ça peut être, j'aime bien partir au ski en hiver et aller à la mer en été. J'aime bien partir plusieurs fois en week-end en Europe ou en France. Voilà, c'est tous les éléments qui font qu'aujourd'hui, vous avez créé votre écosystème et votre vie personnelle, professionnelle et familiale. Donc, la vie en couple, la situation professionnelle, là je résume ce que je vous ai dit tout à l'heure, et vos choix de vie. Deuxième étape, c'est quel est votre futur idéal? C'est important de prendre le temps de se projeter. Pourquoi? Parce que en se projetant, on aura, et en oubliant surtout les contraintes, donc dans l'exercice qu'on va faire là, c'est vraiment d'oublier toutes les contraintes, je peux le faire, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les moyens, je n'y arriverai pas. Et c'est de se dire, OK, idéalement, si vous avez un chéquier en blanc, comment vous voyez votre vie dans les 5, 10, 20 ou 30 ans? Et autant on va s'affranchir de la contrainte financière ou de la contrainte technique, autant on va qualifier, quantifier et positionner dans le temps de la manière la plus précise possible l'ensemble de vos projets de vie, de sorte qu'on ait une cartographie de vos futurs idéaux, une cartographie de comment vous aimeriez avoir votre avenir. Donc, les objectifs de vie à court terme, l'évolution de la cellule familiale, les ambitions professionnelles, la localisation géographique de l'environnement de vie d'ici à la retraite. Est-ce que vous vous dites non, mais moi, quand je serai à la retraite, il n'est pas question que je reste à Paris,
je veux être au bord de la mer, à la montagne ou ailleurs. Et puis, pareil sur les ambitions professionnelles, voilà comment j'envisage mon avenir et mon futur idéal. Et puis, quels sont les éléments importants de mon choix de vie au quotidien, maintenant et plus tard. En fait, ça, c'est le moyen terme. Les objectifs de vie à long terme, en fait, globalement, les objectifs de vie à long terme, il est simple, il est unique pour 7 milliards d'individus sur la planète. On a tous le même objectif, on n'a pas la même définition de cet objectif. Le seul objectif qu'on poursuit tous, c'est aspirer au bonheur. Être heureux le plus longtemps possible, en bonne santé et entouré de ses proches. Ça paraît un vœu pieux, mais quelque part au fond de nous-mêmes, ce à quoi on aspire, c'est ça. Sauf qu'on est sur Terre et que le bonheur, ça a un prix. La vraie question, c'est est-ce que vous avez les moyens d'accéder à ce que vous définissez comme étant votre bonheur. Notre job, c'est justement de faire ça, de passer de cette idée qui est en général nébuleuse à quelque chose de beaucoup plus concret et qui va vous permettre justement de toucher du doigt ce à quoi vous pourriez aspirer. Donc, dans cette troisième étape, que vous éleviez des chefs dans le Larzac ou vous vouliez vivre dans les Hautes-Pierres en éventail à Miami, la solution réside en deux questions. Est-ce que j'ai les moyens d'y accéder? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre dès maintenant pour y accéder en fonction de votre situation actuelle et de votre motivation qui va se traduire par un effort personnel sous toutes ses formes, que ce soit en moyens financiers, en organisation personnelle ou familiale et en projection dans la vie, dans votre futur et dans ce que vous voulez faire. Alors, petite mise en garde, les outils que je vais vous présenter ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. Ça va dépendre un petit peu de votre situation et de l'analyse qu'on fera, si vous le désirez, en préalable pour pouvoir justement trouver la bonne adéquation entre les solutions et les objectifs que vous avez en tête. Pas de questions jusque-là? Qui ne dit mot consent, donc je suppose que tout va bien. Et donc, je continue. Alors, on parlait de retraite. Aujourd'hui, quasiment tous les assureurs font de la pub sur les grandes chaînes, que ce soit BFM, TF1 ou autre chose, parlent tous du plan d'épargne retraite individuel. Pour nous, ce n'est qu'un outil. C'est un outil d'optimisation, c'est exact, qui a des avantages et des inconvénients. Il faut juste le reposer dans son contexte par rapport à l'objectif que vous avez et par rapport à la stabilité que vous avez dans votre activité et votre vie personnelle et professionnelle. Donc, rapidement, le plan d'épargne retraite individuelle, c'est une évolution de l'ancien PERP en 2017 avec la loi de simplification de l'économie d'Emmanuel Macron. C'est un contrat de capitalisation. En fait, il a été mis en place de manière pas forcément exprimée clairement, mais il a été mis en place pour venir progressivement en substitution ou en tout cas en soutien au régime des retraites par répartition. C'est un contrat de capitalisation, ça veut dire que l'épargne que vous allez constituer dans ce plan d'épargne retraite va vous servir de revenu et ou de capital à la retraite. Donc, vous pourrez, comme toutes les retraites par capitalisation des fonds de pension américains, anglais ou allemands, c'est un capital que vous pourrez à la retraite prendre pour vous par petits bouts ou transformer en rente. On va voir après que la rente n'est pas forcément la meilleure façon de le transformer et qu'il y a mieux à faire dans la conservation en capital parce que du coup, vous pouvez maîtriser à la fois votre fiscalité et le montant dont vous avez besoin pour vivre au quotidien. Il y a un certain nombre d'avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux sont simples. Vous pouvez déduire le montant du versement annuel dans les plans d'épargne retraite individuelle de votre revenu imposable. Donc, en fonction de votre tranche marginale d'impôt, vous pouvez économiser 30, 40, 41, 45% d'impôts en moins par rapport au montant que vous versez. Mais attention, ça veut dire que vous devez
conserver le plan épargne retraite jusqu'à la retraite ou l'achat de sa résidence principale, qui est un nouvel avantage qui a été mis en place avec l'évolution du PERP en 2017. Sachez une chose aussi, c'est que dès l'instant où vous sortez du plan d'épargne retraite, vous devez le rentrer en revenu imposable dans l'année de sortie. Il y a des avantages successoraux, et là, c'est un avantage majeur, c'est que l'épargne que vous mettez de côté en cas de décès pendant votre période d'activité professionnelle, c'est un contrat d'assurance vie, le plan d'épargne retraite, donc il répond aux mêmes règles de succession, il est transmis aux bénéficiaires du contrat, qui en général sont les héritiers légaux, mais ça peut être qui vous voulez. Et à la retraite, si vous restez en capital, et c'est un avantage, et que vous ne transformez pas en rente, le capital restant sur le contrat est transmis dans le même cadre de transmission qu'un contrat d'assurance vie traditionnel. On peut en sortir dans des cas particuliers. Alors oui, les accidents de la vie, le divorce, le handicap, la faillite sont des raisons pour pouvoir rompre son plan d'épargne retraite. Dans des circonstances plus agréables, l'achat de sa résidence principale, pas forcément en étant locataire cette fois-ci, ce qui était le cas avant pour le PERP, et le départ à la retraite qui vous permet d'en prendre tout ou partie de manière régulière ou de manière irrégulière. Pas de questions sur le PERP? Alors, je vais inviter un acteur auquel on ne pensait pas forcément pour la retraite, c'est le crédit. Alors, le crédit, dans l'inconscient collectif judéo-chrétien, c'est quelque chose d'assez négatif. On considère que le crédit, c'est une dette que l'on doit à quelqu'un, même si c'est un banquier, et ça met tout le monde un peu mal à l'aise. Je vais faire une similitude très simple entre une start-up et un individu. Une start-up, elle a une super idée qui va casser la baraque, qui va lui permettre de faire une introduction en bourse ou un rachat par un fonds d'investissement dans 5 ans, mais elle n'a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller lever des fonds. Elle va faire la tournée des popotes, les banques, elle va faire les fonds de private equity, les business angels, les fonds d'investissement, les actionnaires, les associés, et elle va collecter de l'argent. Et cet argent-là, quel que soit le montant de la collecte, il sera toujours limité. Cette limitation fait qu'elle va devoir optimiser chaque euro qu'elle aura collecté. Donc, elle va recruter des collaborateurs, elle va investir dans un système informatique, elle va développer du marketing, de la com, etc. Mais elle ne va pas payer une voiture de fonction à un collaborateur qui ne fait que du pari intramuros. Donc, pour ça, elle va rationaliser à chaque fois chacun des projets. Donc, pour que chacun des projets réussisse et que tous ces projets-là convergent vers un objectif dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans d'introduction en bourse, de doublement du chiffre d'affaires, de 20% de part de marché ou de tous les objectifs qu'elle aurait pu se fixer. Eh bien, si je traduis ça dans l'univers de l'investisseur, l'investisseur, il a des moyens, il a un certain revenu, il a du capital existant. L'objectif, c'est de maximiser la capacité à lever des fonds aujourd'hui pour pouvoir investir, développer et créer du patrimoine dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Son objectif étant d'avoir le maximum de patrimoine au sens large avant de partir à la retraite, sachant que c'est ce patrimoine qui va prendre le relais sur ses revenus pour payer la différence à minima entre ses revenus et le montant de la retraite qu'il va recevoir. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un crédit? Eh bien, c'est rien d'autre que de l'épargne à l'envers. Donc, un crédit, c'est quoi? C'est une avance d'argent que l'on va mettre 20 ans à rembourser en payant le prix de cette avance et parce que la contrepartie, c'est de ne pas avoir fait il y a 20 ans la même épargne en mensualité pour avoir le capital maintenant. Donc, c'est un vrai miroir. Le crédit, c'est une avance d'épargne et c'est même un produit de placement pour la banque. La banque, elle va placer de l'argent chez vous. Elle va dire, voilà, je vais vous prêter 100 000, 200 000 ou 300 000 euros pour faire votre opération. Et pour ça, elle va évaluer le risque qu'elle prend. C'est pour ça qu'elle étudie votre dossier.
et qu'elle va dire, en fonction de votre risque, de votre taux d'endettement, de combien vous mettez d'apport, etc., eh bien, je vais vous prêter à tel taux. Et donc, vous allez rémunérer la banque pour vous avoir avancé de cet argent. Donc, en fait, vous louez de l'argent sur 20 ans ou 25 ans. Clairement, quand vous louez sur 25 ans un studio ou une voiture, eh bien, globalement, ça vous coûte beaucoup plus cher que sur 10 ans ou 15 ans. C'est exactement pareil. Donc, l'avance d'épargne va vous coûter de l'argent. La question, c'est combien ça va vous rapporter. Et bizarrement, c'est le seul périmètre, le crédit, dans lequel spontanément on dissocie combien on paye par rapport à ce qu'on a. Partout où vous allez, consciemment ou pas, vous faites ce rapport entre je mets versus ce que j'ai. Quand vous voulez passer une super semaine de vacances, vous allez payer un prix versus un retour sur investissement, entre guillemets, qui est le plaisir que vous avez eu de partir en vacances. Quand vous achetez un téléphone, c'est exactement pareil. Vous allez payer un prix élevé ou pas pour avoir en retour quelque chose que vous estimez équitable en contrepartie du prix que vous avez payé. Et bizarrement, dans le crédit, on dissocie les deux. Alors qu'en fait, tout le monde est un peu focalisé sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Et on est dans un marché tellement concurrentiel qu'il n'y a pas une banque qui sera plus courageuse qu'une autre pour vous faire un taux meilleur avec le même niveau de risque. Et en plus, il y a des règles européennes qui obligent les banques à avoir le même calcul de risque. Donc, si votre ami, votre copain, votre frère, votre sœur a un meilleur taux que ce que vous avez obtenu, les raisons ne sont pas liées au taux et sont liées aux paramètres. Combien il met d'apport, la durée de financement, qu'est-ce qu'il a comme garantie, combien il gagne, quel est son taux d'endettement. Tous ces paramètres-là vont être déterminants finalement du taux. Donc, ce qui est important, ce n'est pas forcément le taux d'intérêt, on va le voir tout à l'heure, l'impact, il est très mineur, c'est comment j'optimise mon financement pour que je sois toujours en pleine capacité d'investir le maximum. Et il faut que le crédit que je vais faire aujourd'hui me permette d'en faire d'autres demain. Donc, je vais arrêter d'empiler des couches de crédit les unes au-dessus des autres en serrant les fesses, en se disant est-ce que ça passe encore? Et je vais essayer de me poser une question stratégique. Où est-ce que je veux aller? Quel est mon objectif? Et comment mon plan épargne retraite, mon crédit, mon immobilier va me permettre d'atteindre mon objectif à terme? Quelque part, et je reviens sur la start-up, c'est le seul véritable outil d'enrichissement parce qu'en fait, on parle souvent de manière assez lapidaire de l'effet de levier. En fait, l'effet de levier a énormément d'avantages, entre autres, de diminuer le risque sur un investissement par rapport à un investissement direct. C'est un excellent outil aussi de protection structurelle de la cellule familiale. Plus vous empruntez, d'accord, et plus vous protégez votre famille. Parce qu'au lieu de faire un apport de, je prends un exemple de 50% dans un crédit et de payer 50% à crédit, si vous financez 100% et que vous placez vos 50%, en cas de décès, le crédit est remboursé, donc il n'y a plus de crédit sur le bien immobilier et en plus, vous transmettez les 50% qui auraient disparu si vous aviez fait un apport parce que ça n'apparaît plus dans la succession. Donc, c'est un excellent outil de protection de votre cellule familiale. Et puis, donc, c'est la seule base d'enrichissement rapide en limitant le risque, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Et c'est un accélérateur de capitalisation. N'oubliez pas que quand vous achetez un bien immobilier, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée moyenne d'un prêt en France, c'est 22 ans. Donc, on emprunte en moyenne sur 22 ans. Et la durée moyenne de conservation d'un prêt en France, c'est 7 ans. Ça veut dire que mécaniquement, on va arbitrer. Soit parce qu'on a besoin de plus grand, de plus petit, qu'on a une mutation professionnelle, qu'il s'est passé quoi que vous voulez dans votre vie. La stat, elle est simple, c'est qu'en règle générale, on ne va jamais au bout de son crédit. Donc, en fait, le crédit, c'est un produit d'épargne. Pourquoi? Parce que quand vous remboursez votre mensualité de prêt, il y a une partie de la mensualité qui est du capital. Donc, quelque part, vous avez mis dans le bien un bout du capital que vous avez remboursé. Et donc, le bien que vous avez acheté, comme de toute façon, vous allez le vendre avant la fin des 20 ans ou 25 ans, finalement, ça vous a permis de mettre de l'épargne tout en utilisant le bien ou en le louant. Donc, son usage, aujourd'hui, on prête quasiment tout le temps que sur de l'immobilier parce que c'est le seul périmètre où on aura du levier.
et on prête sur tout type d'immobilier. Nous, on peut financer de la résidence principale au SCPI en passant par tous les autres types sur 10, 20 ou 25 ans ou 5 ans, ou la durée que vous voulez. Nous, notre conseil, c'est d'aller le plus loin possible en termes de durée, ce qui vous permet d'emprunter le plus possible. Et ce qui est important, donc, ce n'est pas forcément le taux d'intérêt, mais c'est le TRI, c'est-à-dire le taux de rendement interne de l'opération. Ça signifie quoi en français? C'est juste que vous avez une boîte noire dans laquelle vous allez mettre de l'argent dedans et il va en sortir au bout d'un certain temps une somme. La question, c'est combien vous a rapporté tout ce que vous avez mis dans la boîte noire au bout du compte. Je prends un exemple. Quand vous faites de l'investissement locatif, eh bien, vous avez le locataire qui va payer une partie de la mensualité de prêt et vous allez compléter. Donc, ce complément que vous allez verser dans cette boîte noire versus combien vaudra le bien ou combien vaudra l'actif net, si vous vendez avant la fin du prêt, ce qui sera le cas, et combien ça vous a rapporté. Moi, le calcul du TRI, ça calcule le rendement exact de vos versements mensuels, trimestriels ou annuels. Et puis, le crédit, il y a deux visions, courte et longue. Beaucoup de gens se disent je prends un crédit sur peu de temps, comme ça je le rembourse vite. Ce n'est pas forcément la bonne idée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez votre état de santé, vous connaissez vos revenus, vous connaissez l'état du marché de l'immobilier et vous connaissez l'état du marché des taux d'intérêt. Demain, il n'y a aucun de ces paramètres qui est maîtrisé. Si demain, vous avez un pépin de santé, eh bien, vous allez vous retrouver dans l'incapacité de pouvoir réemprunter. Donc, plutôt que de dire, comme ce qui s'est passé quand les taux ont chuté, je paye tant par mois, je préfère rembourser plus vite, notre recommandation, c'est que même si vous reste 10 ans sur votre crédit et que les taux ont chuté, on renégocie sur 20 ans ou 25 ans et par contre, comme on a diminué votre taux d'endettement, vous vous réendettez sur d'autres biens parce que vous en avez la capacité et les moyens à l'instant T. Comme ça, quels que soient vos aléas de vie, vous avez plus de patrimoine investi. De toute façon, il y a toujours une temporaire d'essai, invalidité sur les biens, sur les crédits qui sont mis en place. Donc, quels que soient les aléas de vie, vous savez que vous êtes en mesure soit de profiter de ce patrimoine, soit de transmettre plus de patrimoine. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se projeter et pas juste de raisonner par rapport aux opérations et de se dire « je veux me débarrasser absolument de mon prêt ». Alors, on va juste faire un focus parce que ça va me servir pour voir comment on crée de la valeur dans 20 ou 25 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un prêt amortissable? Le prêt amortissable, c'est quoi? C'est un prêt qui vous est consenti sur 10, 15, 20 ou 25 ans, dans lequel vous allez faire un peu d'apport le cas échéant. Aujourd'hui, les banques demandent de payer au moins les frais notaires et dans lequel vous allez payer une mensualité qu'on va prendre aujourd'hui sur un taux fixe, donc qui va être constante pendant toute la durée du prêt. Cette mensualité, elle est composée d'intérêts d'un côté et de capital de l'autre, avec une dégressivité des intérêts et une progressivité du capital. Vous remboursez vulgairement plus d'intérêts au début. On dit on rembourse au début que des intérêts. En fait, on rembourse plus d'intérêts qu'au début et de moins en moins par la suite. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la durée moyenne d'un prêt, c'est 22 ans et que la durée moyenne de conservation, c'est 7 ans. Si on prend cet exemple-là et qu'on considère que vous avez fait un prêt sur 20 ans à 3% par an et que vous remboursez votre crédit au bout de 7 ans, la masse de capital remboursé en bleu ramenée aux intérêts en rouge que vous avez payés d'avance fait que ce capital, si on calcule le taux d'intérêt que vous avez payé pour rembourser ce capital, il n'est pas de 3%, mais il est de 15,37% par an. Parce que les intérêts en rouge, ils ont été calculés sur une durée de 20 ans. Donc, pour avoir 3%, il faut aller jusqu'aux 20 ans. Je vous prends un exemple très simple. Vous prenez la première mensualité de n'importe quel crédit que vous avez aujourd'hui en cours. Vous regardez le montant des intérêts, vous le divisez par le montant du capital remboursé sur cette mensualité-là. Allez, vous êtes entre 80 et 95%
d'intérêt. Pourquoi? Parce que on est dans une logique où on est sur un prêt amortissable qui est calculé pour faire comme si on allait aller jusqu'au bout. Donc, la conclusion, c'est que ce n'est pas bien ou pas bien. La conclusion, c'est que c'est juste le taux d'intérêt. Si je fais 3,1 ou 2,9, ça ne changera pas grand-chose au 15. Par contre, ce qui est important là-dessus, c'est combien j'ai payé par mois, donc comment je diminue au maximum cette mensualité et comment je limite au maximum l'apport pour que j'ai de la liquidité pour faire face en cas de besoin. J'avance là-dessus. Alors, rapidement, en cas de décès, l'assurance décès rembourse le capital restant dû et le bien, il tombe seul dans l'actif successoral. Donc, quel que soit le montant de l'apport que vous avez fait là, ici, dans l'actif successoral, donc dans ce qui sera soumis au droit de succession, je vais aller un peu trop vite, je reviens en arrière, excusez-moi. Voilà. Donc, ce qui sera soumis au droit de succession, globalement, il n'y aura pas de liquidité parce que le capital que vous avez remboursé à la banque, elle ne vous le remboursera pas et l'apport que vous avez fait, le vendeur, il ne vous le remboursera pas. D'où l'intérêt d'avoir le minimum d'apport pour garder ce que vous aviez prévu comme apport, éventuellement pour que les héritiers puissent payer les droits de succession associés au bien ou que vous, en cours de vie, vous puissiez faire face à un ravalement ou à des travaux de rénovation dans l'appartement que vous avez. Donc, la notion de crédit dans la construction du patrimoine, elle s'envisage essentiellement avec un minimum d'apport. Si vous faites du locatif, vous allez vous retrouver avec un solde bancaire qui est égal au loyer moins la mensualité. Et aujourd'hui, on a rarement vu des loyers supérieurs, sauf à faire un gros apport à la mensualité. Donc, vous allez avoir un effort à fournir. Et fiscalement, par contre, comme vous ne pouvez déduire que les intérêts d'emprunt, vous allez vous retrouver avec rapidement de l'impôt à payer. Il faut faire attention, la baisse du montant des intérêts déductibles dans le cadre d'un investissement locatif. Quand vous investissez en locatif, même si au départ, entre guillemets, l'opération se paye toute seule, très rapidement, vous allez générer un frottement fiscal qui va vous générer donc une fiscalité à payer et une CSG en règle générale avec pas ou peu de liquidité. Et donc, vous devrez fournir un effort d'épargne croissant pour combler à la fois la trésor et la fiscalité générée. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de calculer le point d'équilibre à partir duquel il est moins pertinent de garder le bien et le crédit parce que ça vous génère trop de flux de trésorerie et donc ça va trop consommer sur vos ressources. Et il est pertinent à ce moment-là de se poser la question, est-ce que je vends ou je ne vends pas? À minima, se poser la question va permettre de faire un point exactement sur la situation dans laquelle vous êtes. Des questions jusque-là? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, durée moyenne d'un prêt 22 ans et durée de conservation moyenne d'un prêt 7 ans. Ça veut dire que le crédit ne sert plus à rembourser, même si c'est écrit dans toutes les offres de crédit, ne sert plus à rembourser un bien, mais à porter une opération. En fait, on fait porter la charge de l'acquisition sur la banque et nous, on fait juste de la gestion. Pas de questions jusque-là? Alors, je poursuis. On va prendre 2-3 exemples. Premier exemple, supposons que vous décidiez, alors j'ai parlé, je prends des SCPI parce que c'est assez facile à maîtriser. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une SCPI, c'est comme une grande SCI. C'est une grande société dans laquelle vous avez des milliers d'associés et cette société professionnelle va acheter des biens immobiliers. Elle va acheter de l'immobilier de bureau, des entrepôts, des locaux commerciaux. En fonction de sa typologie, elle va se porter acquéreur d'un certain type de biens. Elle va les exploiter, elle va les louer, elle va gérer les travaux et elle va derrière vous verser un loyer
sous forme de revenus fonciers que vous allez encaisser net de tout, sauf de la fiscalité qui est la vôtre. Donc, pas de souci, mutualisation des risques, puisque vous avez des milliers de locataires pour payer les 5, 6 ou 7%. Les 5, 6 ou 7% de rendement que vous pourriez avoir sur une SCPI. Vous n'avez juste qu'à vous acquitter du crédit si vous les achetez et de la fiscalité associée, si vous achetez à crédit. Alors, oui, je peux donner des exemples de SCPI. Il y en a pas mal aujourd'hui sur le marché. Vous avez… alors, attendez. OK. En SCPI, aujourd'hui, vous avez Transition Europe qui est entre 7 et 8% de rendement, Remake Live qui est aux alentours de 7. Vous avez des SCPI plus grandes, enfin de taille plus importante. Vous avez Comet et vous avez j'ai oublié son nom, Activimo de chez Alderan, qui aujourd'hui sont des SCPI très performantes. Alors, elles sont très performantes. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, ce n'est pas une prise de participation au capital, c'est que vous allez acheter des parts de SCPI à crédit. 10%, je ne les vois pas beaucoup, les 10%. 8%, c'est déjà pas mal. Et il ne faut pas oublier, ceux qui annoncent 10%, ce sont des SCPI qui se lancent. Et sur la phase de lancement, il y a toujours plus de rendement. Il faut tabler sur une vitesse de croisière où la SCPI, quand elle aura atteint une certaine maturité et un certain volume, va mécaniquement décoter parce que déjà, il y a sur les premiers acquéreurs, il y a un bonus qui est donné. Donc, le 10%, moi, je ne partirai pas là-dessus. Je pars sur une simulation aujourd'hui, vous allez le voir, qui est assez médiane, aux alentours de 6% par an et qui vous donne en plus donc un impact sur votre investissement qui est quand même pas neutre. Donc, partons sur l'achat de SCPI pour un montant de 100 000 euros sur 25 ans. Et l'avantage de la SCPI, contrairement à l'immobilier en direct, c'est qu'on peut la financer sans apport. Et qu'on peut la financer sur 25 ans. Aujourd'hui, l'investissement locatif, c'est en général les frais de notaire qui sont à la charge de l'acquéreur. Et souvent, c'est 20 ans au lieu de 25 ans parce que les banques ont tablé sur une baisse du marché de l'immobilier aujourd'hui dans les prochaines années et donc prennent des précautions. L'avantage à date aujourd'hui au 4 décembre 2024, c'est que beaucoup de SCPI sont devenues très, très attractives. Pourquoi? Parce qu'elles ont corrigé le prix de leur part et elles ont corrigé le prix de leur part non pas uniquement parce que le marché de l'immobilier a baissé, ce qui est le cas, et qu'elles ont une obligation de revalorisation de leur part tous les 6 mois. Donc, elles vont impacter le prix de la part tous les 6 mois, sauf si elles prennent de l'avance en la décotant au départ pour des questions purement marketing et de communication. C'est en général ce qu'elles font. Donc, elles gagnent une ou deux décotes pour éviter d'avoir trop d'annonces négatives qui sont en général mal perçues par l'investisseur. Donc, il y a un élément qui est très important, c'est que la SCPI, entre le moment où elle a vu un bien à acheter et le moment où elle a collecté l'argent auprès de ses investisseurs, il y a une période de collecte qui fait qu'il faut quand même qu'elle se positionne. Et donc, elle va lever de la dette de manière plus ou moins importante sur des durées courtes. C'est de la dette court terme. Et comme toute dette court terme, elle est à taux variable. Et les SCPI qui ont le plus décoté, ce sont les SCPI qui avaient le levier de dette le plus important. C'est intéressant, mais c'est pénalisant quand on a une hausse des taux d'intérêt. Et donc, quand il y a eu cette hausse des taux d'intérêt depuis un petit moment maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, ça leur a coûté beaucoup plus cher en termes de dette. Comme elles ont dû réévaluer tous les 6 mois, elles ont dû impacter ce prix de la dette sur la valeur de la part. Et donc, ça a accéléré la baisse de la valeur de la part, qui a aussi bloqué les nouveaux investisseurs. Parce que bizarrement, comme on dit, quand ça baisse, les gens n'achètent pas, alors que c'est le moment où acheter. Quand c'est les soldes, je pense que tout le monde achète. Vous n'attendez pas que les prix reviennent à la hausse pour commencer à acheter. Quand vous avez votre pull ou votre costume ou votre téléphone qui est à moins 20 ou moins 30 ou moins 40%, c'est là que vous allez acheter. Bizarrement, quand la SCPI perd moins 10, moins 20, moins 30, on ne va pas acheter. Quand un fonds action est en correction parce que un fonds tech, par exemple, sur l'IA, qui a baissé de 40 ou 50% au début de la guerre en Ukraine,
Je pense à un fonds de la financière de l'échiquier. Moi, ma recommandation première auprès des clients, c'était remettez-y au pot parce que l'IA, dans les 5 ans qui viennent, ça ne peut que monter et vous avez un point d'entrée gigantesque. Et ceux qui sont montés, parce que maintenant, aujourd'hui, le fonds est revenu à sa valeur d'avant la guerre en Ukraine, ils ont doublé le capital qu'ils avaient mis dessus, sans prendre forcément le risque de le doubler. Parce que le market timing, comme on dit, c'est-à-dire la convergence entre le moment où vous décidez d'acheter et les opportunités de marché, il faut les saisir. Alors, bien entendu qu'il y a un aléa, on ne sait pas de quoi demain est fait et on ne sait pas si les SCPI vont continuer à baisser ou pas, mais en tout état de cause, on a des excellents points d'entrée. Alors, ça, c'est pour les SCPI anciennes et pour les nouvelles, comme les biens physiques ont décoté, pas dans les mêmes proportions, bien entendu, que la décote des parts de SCPI parce qu'elle tient compte aussi du coût de la dette, mais comme les biens ont décoté, elles sont capables d'acheter moins cher et donc du coup, comme les loyers n'ont pas suivi puisqu'on est en période d'inflation, eh bien, on s'est retrouvé avec un rendement qui augmente mécaniquement. Et donc, si vous achetez à la valeur d'aujourd'hui, même si la valeur de la part augmente demain, vous avez un rendement qui, lui, va augmenter parce qu'il va suivre aussi l'évolution des loyers. Donc, je reprends. Vous me dites si je suis trop rapide ou pas assez clair. N'hésitez pas à intervenir. L'objectif, c'est d'échanger. Voilà. Je considère que si vous ne posez pas de questions, c'est que tout baigne. Mais n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne pose aucun souci. Donc, prenons l'exemple d'un achat de SCPI pour un montant de 100 000 euros et un rendement moyen de SCPI de 6. J'ai volontairement forcé. Alors là, on est sur les taux du mois d'octobre. Aujourd'hui, on est quasiment en dessous de 4. Donc alors, sachant que le taux d'intérêt des SCPI, pour les banques, la SCPI, ce n'est pas du prêt bonifié. Donc, on est sur des taux qui sont au-dessus du taux du marché de l'immobilier classique, résidentiel. Donc, je suis parti sur cet exemple. Bien entendu, si on a un meilleur taux, l'opération, elle sera encore plus rentable. Donc, partons sur cette base-là. Partons sur un investisseur qui a une tranche marginale d'impôt à 30% et une CSG à 17,2. Là encore, je n'ai pas tenu compte de certaines SCPI qui étaient soit 100% européennes, soit mixtes européennes et françaises, qui ont un avantage fiscal où la fiscalité est payée directement sur place. Et donc, il y a un calcul de réimputation de la fiscalité. Mais je ne suis pas rentré dans les détails parce que dans le temps qui nous est imparti et sans échange, c'est, à mon avis, pas simple de présenter les différents modes de fiscalité. Donc, je suis resté centré sur une fiscalité franco-française pour l'instant. Et je considère, compte tenu des décotes qu'on a eues, une revalorisation loyer et valeur de 2% par an, sachant que l'inflation mécanique aujourd'hui est entre 2 et 4%. Donc, on est assez conservateur dans nos hypothèses de travail. Et je prends une période de 25 ans, mais en ayant un point de rendez-vous à 10 ans et vous allez voir pourquoi. Donc, je pars sur 25 ans de crédit avec 100 000 euros de SCPI à l'achat. Donc, au bout de la 0e année, donc maintenant, je n'ai rien remboursé en capital, bien entendu. Au bout de 10 ans, j'ai calculé, vous me ferez confiance sur le montant, 26 326 euros de capital remboursé. Et au bout de 25 ans, bien entendu, j'ai tout remboursé. Donc, j'ai remboursé 100 000 euros. La SCPI, elle, s'est valorisée. Alors, c'est pareil, je suis parti sur des frais de SCPI maximal. Je ne les ai pas notés, mais j'ai pris 11% de frais, qui est le maximum aujourd'hui qu'on a en SCPI. Vous avez des SCPI à 0%, donc ça augmente d'autant plus la rentabilité de l'opération. Mais j'ai préféré me mettre dans la situation la pire pour que vous puissiez vous projeter sur ce qu'on est en mesure de mettre en place. Donc, au bout de 10 ans, vous avez 121 899 euros de valorisation des 100 000 en tenant compte de la décote de 11 000. Et au bout de 25 ans, vous avez 164 060 euros. L'actif net, donc, à disposition, c'est 26 000 plus 21, ça fait 48 225 euros. Et de l'autre côté, bien entendu, on a tout remboursé, donc on a 164 000 euros. Je vous ai parlé d'un invité surprise. Ce n'est pas le taux d'intérêt, parce que vous voyez que lui, ça peut vous faire fuir. Mais ce qui est intéressant, c'est le TRI.
combien vous a rapporté tout ce que ça vous avez mis dans l'opération. Eh bien, ben non, ce n'est pas plus recommandé avec de l'apport. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Parce que cet apport, si vous le placez et que derrière, vous rachetez les 124 € d'effort moyen, vous allez voir que le rendement est nettement meilleur. Donc, en versant 124 € par mois en moyenne pour combler l'écart entre le loyer encaissé, le crédit remboursé et la fiscalité associée, en 10 ans, vous avez sorti 14 000 € et en 25 ans, 37 000 €. Donc, globalement, en fait, vous avez sorti 14 000 € pour avoir 48 000 € d'actifs. C'est ça que j'ai dit. En fait, ce que vous avez versé pendant 10 ans, c'est 124 fois 120, 14 400 € et vous avez en actifs 48 000 €. Ici, vous avez versé 37 000 et vous en avez 164. Le TRI fait que ici, vous êtes un taux de rendement de 10% par an grâce au levier du crédit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 10 ans, comment je valorise l'actif net de 40 000? 48 000, c'est, pardon, 48 000, c'est les 26 000 de capital remboursé, moins les 21 899 € de plus-value de la SCPI. Plus, pardon, les 21 899. Quand vous faites ça, plus ça, ça donne ça. C'est bon, Bertrand? OK. Donc, sur 25 ans, si j'ai sorti 37 000 € en 25 ans, c'est-à-dire 124 € par an en moyenne pour avoir 164 000, le rendement de mes 37 000 €, c'est 10% par an. Par contre, si j'ai sorti 14 000 € en 10 ans pour avoir 48 000, mon rendement, il est de 17,5% par an. Alors, il n'y a pas de magie, c'est pour une raison très simple. C'est que, en fait, dans l'équation, on va déduire, pour calculer la fiscalité, le montant des intérêts d'emprunt. Or, quand vous prenez la somme des 10 premières années d'intérêts d'emprunt, c'est 1,5 fois au-dessus des intérêts d'emprunt déduits pendant les 15 années suivantes. Donc, il y a un moment, et quand je vous parlais de point de vigilance, il y a un moment où, quelque part, on va dire entre la 8e et la 12e année, eh ben, il peut être pertinent de vendre la SCPI éventuellement pour en racheter d'autres. Et on capitalise les 48 000 € dans la poche et on recommence. C'est vu? D'où la réflexion que je faisais tout à l'heure, et ça vient la confirmer, il peut et il est pertinent d'arbitrer autant son crédit que son actif. Tout est une question de vigilance et d'objectif. Mon objectif dans cette situation-là, parce que je n'ai pas fixé d'objectif à la retraite, mais on va le voir tout à l'heure, mon objectif, c'est comment je fais pour maximiser en permanence mon rendement. Et bien, pour maximiser en permanence mon rendement, je fais un arbitrage intermédiaire quand je considère que je ne suis plus aussi rentable qu'avant. « 35, mais oui, vous avez raison. Sachant que comme c'est de la SCPI, ce n'est pas considéré comme de l'immobilier et donc on peut dépasser ces 35%. Certaines banques l'acceptent. Après, tout dépend de ce qu'on appelle le reste à vivre. Bien entendu, si vous ne reste pas grand-chose à 40%, clairement, ça ne passera pas. Mais si vous gagnez 7, 8, 10, 15 000 € par mois, on pourra monter jusqu'à 40% dans le cadre de l'achat de SCPI, ce qui ne peut pas se faire dans le cadre de l'achat d'immobilier, en respectant les règles du Haut Commissariat à la sécurité financière. Donc, il n'y a pas de souci. Au conseil pas. Eh ben, pourquoi ça ne marche pas pour un achat immo classique? On va leur poser la question aux banques. C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Alors, prenons un couple, maintenant qu'on a fait cet exemple un peu théorique, essayons de passer dans la pratique. Un couple de 35 ans, tous les deux, avec 2 enfants.
100 000 euros de revenus à 2 et donc une TMI à 30%. Une capacité d'épargne initiale de 500 euros par mois et 50 000 euros d'épargne en livret. Ça, c'est la situation initiale. Et donc, ils ont 30 ans devant eux. Plus ou moins, on verra ce qui va se passer dans les mois ou les années qui viennent. Mais en tout cas, en tout état de cause, aujourd'hui, on a grosso modo 30 ans. Donc, en 2024, ils placent leur épargne sur un contrat d'assurance vie et on rachète tous les mois 200 euros. On met en place un versement programmé sur un plan épargne retraite à raison de 620 euros par mois, composé des 200 euros issus du rachat et 250 sur les 500 euros disponibles. Plus, vous me ferez grâce du calcul, les 170 euros par mois d'économie d'impôt liés au versement du périn. OK? Donc là, en fait, je me mets à périmètre constant et c'est comme dans toutes les opérations d'optimisation fiscale, il ne faut pas partir en vacances avec l'économie d'impôt. Ça, je le répéterai 500 fois. Il y aura toujours des investisseurs qui partiront en vacances avec leur économie d'impôt. Ça ne sert pas à ça. L'État, il vous donne une économie d'impôt pour que vous capitalisiez dessus. Donc, restons dans la lettre et le mot du principe de l'économie d'impôt. Les 170 euros doivent être réinvestis. Et on met en place 200 000 euros d'SCPI aux conditions précédentes, avec un arbitrage tous les 10 ans, donc 3 fois, avec les 250 euros qui nous restent pour équilibrer l'opération d'un point de vue fiscal. Pourquoi ça marche? Ah oui, c'est. Ça marche. Oui, j'ai répondu sur l'immobilier, pardon, je n'avais pas vu le. Donc, je mets en place ce financement et je me retrouve donc sur 4 dates fatidiques ou intéressantes. Ma capitalisation, donc j'ai repris le calcul que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, comme je revends tous les 10 ans, ben, j'ai toujours 96 450, 96 450 et 96 450. Mais comme je les vends, je vais les replacer. Et je vais les replacer en versement complémentaire sur l'autre contrat d'assurance vie des 50 000 que j'avais en liquidité. Donc, la plus-value de la SCPI, je la place sur un contrat. Donc, celle-ci, ça fait 96 000 euros. Les 50 000, je les ai calculés à part en dessous. Et ces 96 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, enfin, au bout de la 20e année, mes 96 000 euros plus ces 96 000 euros issus de ça, avec un rendement moyen. Donc, alors, sachez qu'on peut mettre de la SCPI aussi dans les contrats d'assurance vie. Donc, on peut avoir des rendements plus élevés. Mais je suis vraiment parti sur un rendement moyen à 3,5 par an. On arrive à 233 000 euros. Et quand on a ces 96 plus ces 96 et le fruit que ça a donné pendant 20 ans, dans 30 ans, on a 427 000 euros dans le contrat d'assurance vie issu de la vente des SCPI. Le plan épargne retraite individuel que l'on a mis en place, eh bien, il fait 89 000 euros dans 10 ans, 215 000 euros dans 20 ans et 395 000 euros dans 30 ans parce qu'on a versé, n'oubliez pas, 620 euros par mois pendant 30 ans. OK, jusque-là? Tout le monde suit? Le réservoir, le contrat des 50 000 euros que j'avais au départ dans lequel j'ai puisé 200 euros par mois, eh bien, mes 50 000 euros dans 10 ans, en ayant sorti 200 euros par mois, ça me donne 42 000 euros. Bien entendu, je l'appauvris, ce contrat. Il me rapporte d'un côté, mais je l'appauvris de l'autre. 31 000 euros dans 20 ans et 15 000 euros dans 30 ans. Donc, mon effort initial, c'est quoi? Eh bien, c'est mes 50 000 initiales plus mes 500 euros par mois. C'est simple. 500 euros par mois pendant 120 mois, eh bien, plus les 50 000, ça fait 80 000 euros. Pendant 20 ans, ça fait 110 000 et pendant 30 ans, ça fait 140 000 euros. Donc, en fait, l'opération, quand on la prend dans sa globalité,
j'ai mis sur la table 140 000 euros. Du coup, mon TRI, eh bien, vous voyez encore une fois que malgré tout, c'est dans les 10 premières années, même si on optimise au maximum, qu'on a le meilleur rendement. Toujours à cause des intérêts d'emprunt qui se capitalisent. C'est vu pour tout le monde? Alors, la baisse du TRI, elle n'est pas liée au SCPI. Elle est liée au fait que j'ai un TRI sur les SCPI qui est toujours à 17. Sauf que mon rendement de mon contrat d'assurance vie étant plus faible, eh bien, il a pondéré à la baisse mon TRI. Mais il a aussi sécurisé. C'est vu pour tout le monde ou pas? De toute façon, je suis à votre disposition pour traiter et reprendre les calculs individuellement si vous voulez. Mais n'hésitez pas à poser des questions pour le bonheur de tous. Ça, c'est le solde net, oui, tout à fait. Alors, on va vous faire passer pendant ce temps-là un petit sondage dans le petit onglet sondage, si vous voulez bien y répondre, pour voir si vous avez perçu et si ça génère des questions de l'autre côté. En fait, à 30 ans, vous avez 837 000 euros et donc un revenu à vie dans 30 ans de 2 500 euros par mois sans toucher les 837. Donc, dans l'opération dans 30 ans, vous êtes en mesure de transmettre 837 000 euros et vivre de 2 500 euros par mois, toujours sur cette base de rentabilité, sans toucher votre capital. Si vous voulez, bien entendu, toucher à votre capital, vous pouvez augmenter le montant de votre rente annuelle. Le slide d'avant, oui, bien sûr. Celui-là. Donc, quand on regarde les flux entrants et sortants, en fait, j'ai mis 50 000 et je mets 500 euros par mois, c'est ceci. Le reste, c'est soit de la dette, soit de l'utilisation de l'existant. N'oubliez pas de scanner le QR code que vous avez en bas si vous voulez intervenir directement sur le chat dans le WhatsApp. Pas d'autres questions? Pas de souci. Dominique, une question sur ce slide ou je continue? Je continue donc. Alors, là, c'est un exemple pratique sur la combinaison d'un certain nombre d'outils pour avoir un objectif unique à terme, c'est d'avoir un capital à la retraite. Ouais, j'ai un petit problème de précédence des slides, j'aurais dû mettre celui-ci avant. Mais ok, donc le patrimoine constitué, vous l'avez là, pardon. Alors, l'objectif majeur pendant 30 ans, c'est de tenir le cap. Tenir le cap, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre conscience qu'en fonction de l'âge qu'on a, on ne peut pas faire la même chose. Là, j'ai fait simple, j'ai deux tranches, 20 à 65 ans, 65 ans et au-delà. De 20 à 65 ans, il faut investir, avoir recours au crédit dès que possible et tout le temps. N'oubliez pas une chose, c'est que le jour où vous ne pourrez pas emprunter, la banque ne vous prêtera pas. Donc, profitez tant que vous pouvez. C'est toujours plus facile de rembourser un crédit quand on en a les moyens, entre guillemets, mais ce que je ne vous conseille pas, mais OK, plutôt que d'en prendre un quand ça ne va pas. Parce que quand ça ne va pas, la banque ne suit pas. 65 ans et au-delà, autant entre 20 et 65 ans, vos revenus principaux sont issus du travail et par conséquent, toutes les opérations d'investissement immobilières en SCPI, en direct ou autre, elles sont faites
elles sont faites avec de la dette et accessoires à la gestion de vos revenus. Donc, vous pourrez toujours assumer un ravalement, une toiture, une chaudière à changer si vous faites de l'immobilier direct, parce que vous avez des revenus. À la retraite, comme je vous l'ai exprimé, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une disponibilité dans ces revenus. Or, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un peu mélangé mes slides. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, vous connaissez votre état de santé, vos revenus, le prix au mètre carré, le taux auquel vous pouvez emprunter. Et demain, vous n'avez aucune idée de votre état de santé, de vos revenus, du prix au mètre carré et du taux auquel vous pouvez emprunter. Alors oui, ça peut être mieux qu'aujourd'hui, mais ça, on ne le sait pas. La question, c'est est-ce qu'on prend le risque? Et ce que je vous disais, hein, pour paraphraser Lamartine, un seul paramètre vous manque et tout peut s'arrêter. Donc, de 20 à 65 ans, il faut emprunter à tout prix. L'investissement immobilier sous toutes ses formes, adapté aux spécificités, bien entendu, de chacun et à ses préférences, d'accord, et ses desiderata. Avoir recours au crédit dès que possible et au-delà, donc entre 20 et 65 ans, il faut accepter aussi d'arbitrer son patrimoine en cours de financement pour augmenter le TRI. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas parce que vous achetez de l'immobilier qu'il ne faut pas accepter de le vendre pour, bien entendu, faire autre chose de mieux. Acheter un autre immobilier ou ne serait-ce que juste sécuriser ce que vous avez fait. Donc, sécuriser ce que vous avez acquis avec le crédit. Et donc, pour être sécurisé, s'accuser ses actifs. Oh, je vais trop vite. Donc, investir son épargne existante en fonction aussi de votre appétence au risque, c'est aussi un élément important. Et c'est aussi, n'oubliez pas, un élément qui varie au fur et à mesure que vous allez… au fur et à mesure que vous allez vous approprier à la fois les supports d'investissement, le montage et les solutions qu'on vous propose, ben, votre appétence au risque, elle va bouger. Nous, on mesure 1 à 2 fois par an l'appétence au risque de nos clients et on se rend compte que ben, avec les échanges qu'on a et la confiance, eh bien, on arrive à prendre position même sur des gens très prudents, avoir une position équilibrée qui permet d'aller chercher un peu plus de performance sans forcément trop s'exposer. Il faut mettre en place une épargne programmée indépendante de vos investissements. Pourquoi? Cette épargne programmée, ça va vous permettre aussi de gérer les aléas. Et l'épargne programmée, ce n'est pas de l'épargne qui sert à payer les impôts ou les vacances. C'est de l'épargne que vous avez décidé de ne pas toucher, sauf en cas de coup dur. Et il faut sécuriser le capital remboursé dans le cadre des prêts immobiliers et de l'éventuelle plus-value. Au-delà, dès que vous êtes à la retraite, on va essayer de définir les caractéristiques de votre stock patrimonial accumulé. Qu'est-ce qu'on demande à votre patrimoine à la retraite? Ce n'est pas la même chose que ce qu'on demande à votre patrimoine pendant que vous êtes actif. Mais à la retraite, on lui demande quoi? On lui demande d'être disponible et liquide. Disponible, vous voulez vous faire une folie et vous payer une croisière ou vous acheter une voiture ou partir en vacances à un endroit où vous n'êtes jamais allé, ben, il faut que vous ayez le cash. Si vous avez de l'immobilier, votre locataire, il ne va pas payer 2 fois le loyer et vous n'allez pas vendre une porte ou une fenêtre. Alors que si vous avez de l'assurance vie, ben, vous prenez dessus et vous faites ce que vous voulez. On cherche de la rentabilité la plus régulière possible. On cherche de la régularité dans les revenus que vous allez récupérer. Et on cherche de la transmissibilité parce que le patrimoine que vous avez acquis, vous n'avez pas envie que vos enfants et ou votre conjoint, teux ou pas teux, payent jusqu'à 45% d'impôts là-dessus. Eh bien, aucun de ces critères ne correspond à l'investissement immobilier. Donc, il faut, au fur et à mesure qu'on approche de la retraite, progressivement se délester de son patrimoine immobilier qui est en plus vieillissant au profit de l'assurance vie qui peut elle aussi contenir du fonds euro, qui peut contenir des SCPI, donc vous ne coupez pas les ponts avec de l'immobilier et vous avez de l'immobilier mutualisé. Quand vous avez mis 5, 6 ou 10 SCPI dans un contrat d'assurance vie, vous avez des
milliers de locataires, voire des dizaines de milliers de locataires. Donc, vous avez extrêmement limité votre risque et vous avez dissocié surtout la valorisation de votre contrat des loyers qui sont versés. Et vous allez prendre juste les loyers versés. On peut mettre aussi des produits structurés. Ce n'est pas le lieu, mais on en parlera un petit peu plus tard et je ferai un webinaire spécial. J'en ferai 2, je pense, un sur les SCPI et un sur les produits structurés. Mais je réponds à vos questions si vous avez envie. Et des OPCVM classiques qu'on trouve dans tous les contrats. Donc, si je résume, j'aime bien mes petites timelines. Si je résume, de 20 à 65 ans, il faut emprunter pour acheter ce qui est finançable à crédit, les SCPI, résidence principale, résidence secondaire, meublé, des fiscs, investissement locatif classique. Arbitrer son immobilier avec pertinence et se réendetter autant de fois que nécessaire. Et souscrire plusieurs contrats d'assurance vie en cliquetant au fur et à mesure ses acquis. Alors, l'avantage de souscrire plusieurs contrats d'assurance vie, ils peuvent être gérés par la même personne. Moi, par exemple, mais après, c'est vous qui choisissez. Mais en tout état de cause, plusieurs contrats, c'est contraignant pour le gestionnaire, c'est pratique pour l'investisseur parce que ça permet aussi, en cas de besoin, de gérer le frottement fiscal lorsque vous retirez. Par exemple, on peut faire plusieurs contrats avec des niveaux de risque différents par contrat qui vous permettent, en cas de besoin, d'aller chercher le contrat qui ronronne, qui a relativement peu de plus-value, mais qui permet aussi de laisser ce qui est à forte plus-value continuer à prospérer sur les supports sur lesquels investit, plutôt que de sortir d'un contrat en forte plus-value. Et de 65 ans et au-delà, progressivement s'alléger de ses actifs immobiliers, basculer en assurance vie, et puis procéder à des rachats partiels, programmés et ou ponctuels pour vivre à son rythme et en fonction de ses envies ou de ses impératifs. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, c'est une très très bonne remarque. Alors, ça dépend de combien vous avez accumulé à 70 ans, voire à 65 ans. Parce que si vous avez structuré votre patrimoine suffisamment bien et optimisé, globalement, l'objectif, c'est de dire dans la stratégie, on va avoir, je vais répondre à votre question, Zakia. Donc, on va avoir dans les objectifs à la retraite, à la fois une évaluation du montant du coût d'une résidence principale dans X années et des revenus. C'est un objectif qu'on peut gérer en simultané. Donc, on va se dire, OK, on veut une résidence principale à tel endroit pour X centaines de milliers d'euros. Donc, il faut un capital de temps pour la résidence principale et il me faut X centaines de milliers d'euros pour générer les revenus complémentaires dont j'ai besoin. Mais ça peut être aussi, en fonction des opportunités et du patrimoine de la personne, acheter, peut-être pas forcément maintenant si on est trop jeune, mais acheter sa résidence principale et épargner en même temps. Ça va dépendre de l'opportunité de marché. Mais il ne faut pas se dire mordicus, je veux d'abord ma résidence principale et après je regarde. Parce que souvent, quand on est dans cette orientation-là, on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de quoi on vit au quotidien, à part des pâtes et du riz quand on est propriétaire. Donc oui, la résidence principale est un des objectifs, bien entendu, mais il faut avoir les moyens de se la payer. Et peut-être que on peut être locataire aussi. Si on sort 4 000 ou 5 000 euros par mois de complément de revenus et qu'on paye 2 000 ou 2 500 euros le loyer, ça rentre dans l'équation si ce n'est pas pertinent. Tout dépend, encore une fois, du contexte et des objectifs de chacun. Pour répondre à la question de ouvrir une assurance vie pour ses enfants, alors, comme disait Coluche, donner c'est donner et reprendre c'est reprendre. Donc, une fois que vous avez donné, malheureusement, c'est compliqué de reprendre. Donc, la priorité, c'est de penser à vous, parce que de toute façon, en pensant à vous, on peut aussi organiser la transmission. Maintenant, si vous avez suffisamment
d'actifs pour répondre à vos besoins à long terme, l'excédent, bien entendu, vous pouvez le donner maintenant ou plus tard, pourquoi pas. Vous pouvez le proposer sous la forme d'un contrat d'assurance vie à vos enfants. N'oublions pas que s'ils sont mineurs, ça demande la signature des parents et ou la signature des enfants en fonction de leur âge. Et surtout que quand ils sont majeurs, vous ne pouvez pas les empêcher d'utiliser ce contrat. Par conséquent, il faut accepter aussi que ce que vous allez mettre sur le contrat, si pour vous, l'objectif, c'est qu'il soit utilisé pour un objectif particulier, s'il décide de faire autrement, vous n'aurez pas le choix. Donc, il y a d'autres façons de faire. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un contrat d'assurance vie pour vos enfants si vous voulez que ce soit de l'argent qu'ils vont utiliser en cas de décès. Vous pouvez les mettre en bénéficiaire. On peut souscrire des contrats d'assurance vie démembrés ou on peut démembrer les clauses bénéficiaires entre votre conjoint ou votre conjointe et les héritiers légaux comme les enfants. Mais ça peut être une solution, mais encore une fois, ça dépend d'objectifs, encore une fois. Souvent, les gens confondent. Alors, il y a un élément important, et il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'en général, l'investisseur, spontanément, il va confondre l'objectif et les moyens. J'ouvre une assurance vie pour mes enfants, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. La question, c'est pourquoi faire. J'achète ma résidence principale, je reprends cet exemple parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais j'achète ma résidence principale, ce n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est comment je me loge tranquillement et où je suis à l'aise dans ce que je suis, dans l'endroit où je suis. Mais vous pouvez louer, squatter, occuper à titre gratuit, être hébergé chez les parents ou chez l'ami ou acheter. C'est un moyen. Il faut toujours mettre en rapport l'objectif et les moyens. Très bonne question. On se rémunère en fonction de l'opération ou des opérations qu'on va faire ensemble, du suivi qu'on va avoir. Et quoi qu'il en soit, à la fin du premier rendez-vous, quand j'aurai une vision exacte de la stratégie qu'on va mettre en place, vous aurez, avant de démarrer, le montant de ma rémunération. On est rémunéré en frais sur les opérations, donc en honoraires et ou commissions, et en frais de gestion sur la partie placement qui rémunère les performances qu'on réalise. D'autres questions ? Alors, si vous est-ce que vous avez répondu au petit sondage ? Alors, vous êtes 5 à avoir répondu. Donc, il vaut mieux avoir pour vivre et transmettre de l'assurance vie ou de l'immobilier. La réponse majoritaire à 80%, c'est de l'assurance vie. Le plus important pour un crédit, c'est la rentabilité de l'opération. Bon, ben ça, tout le monde l'a compris. Le crédit, c'est une opportunité. Très bien. La concrétisation du bonheur a-t-elle un prix? Ah, j'ai des noms. J'ai des noms NON. J'ai où est-ce que je l'ai vu là? Alors, attendez, tout le monde revote en même temps. Donc, tout se modifie en même temps. Tac. OK. Alors, ce qui est intéressant, je parlais tout à l'heure de l'évolution des mentalités sur l'importance du travail dans la vie. Et aujourd'hui, vous êtes 50-50 entre la chose la plus importante pour vous, c'est l'accomplissement et la réussite personnelle, ou le temps libre pour profiter de la vie et se faire plaisir. Et là, on est vraiment sur du 50-50, ce qui veut dire que le régime des retraites est en danger. C'est malheureusement une réalité aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Si, Monique. OK. Eh bien, vous pouvez prendre contact avec moi. Vous avez je vous remets une petite seconde, suppression. Le lien vous l'avez en tout début, je crois. Voilà.
Copier. Voilà, je vous remets l'adresse du lien WhatsApp. OK. Et vous avez dans mon profil LinkedIn, et je vous remets mon numéro de téléphone portable. Pourquoi il n'accepte pas là? Ah oui. Non. Comment on fait ça? Voilà. Voilà. 06 09 17 90 80. Voilà. Là, vous avez mon numéro de portable et vous aurez le replay si vous voulez revoir cette présentation. Le lien sera disponible en ligne dans l'après-midi, je pense. Donc, je reste à votre disposition. Je vous remets mon adresse mail. Et vous pouvez aussi consulter notre site internet que je mets dans le lien aussi. Voilà. Pour voir un petit peu, ça présente un petit peu notre activité et comment on travaille, mais le plus simple, c'est de prendre un rendez-vous ensemble. Le premier rendez-vous n'est pas payant. Moi, ça me permet de comprendre le contexte et justement d'être en mesure de vous proposer des axes de réflexion et de solutions. Il faut par contre que vous comptiez 2 bonnes heures de travail parce qu'on va beaucoup se parler. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. C'est déjà 13 h, maintenant il est déjà 14 h. Et je vous dis à très bientôt. Nicolas, il y a une question. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.